c'est bon. OK, parfait, c'est fait. Eh bien, merci pour le rappel. OK, il n'y a pas de souci. Bonjour, cher ami, comment vous allez? OK, très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Pour le moment, vous êtes combien? Je vois trois ou bien quatre personnes. Cinq personnes, OK, parfait. Bien. Ah oui, je vois également trois personnes aussi en ligne, hein. OK. Bien, donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, la semaine passée, pour ne pas dire le vendredi, on a commencé ce cours, d'accord? Et on a vu un peu quelques notions. Bon, parmi ces notions, il y a certaines que vous connaissez, et puis il y a d'autres, c'est juste une révision. Ah, donc, l'objet de ce cours, c'est la cartographie des sols et des surfaces minérales. Bien, comme je l'ai dit, euh, c'est une méthode de cartographie qui n'est pas différente des autres. Sauf que ici, c'est la cible qui change. Bon, en détection, lorsque la cible change, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer. D'accord? Notamment la définition du type d'image. Est-ce que c'est une image passive ou bien c'est une image active? Il y a la résolution aussi qui va changer, et que ça soit spatial ou bien spectral, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte quand on euh, définit une cartographie. D'accord? Bien, donc, dans la démarche de cartographie, la première des choses à faire, c'est d'identifier sa cible. Une fois que c'est fait, on, on va maintenant et identifier également les outils ou les matériaux, ou le matériel. Voilà, le matériel, c'est l'ensemble des outils qui sont utilisés, d'accord, pour pouvoir réaliser cette tâche. Bon, on a commencé d'abord par les généralités. On va essayer de... Bien, on a commencé par définir un peu ce que c'est la détection et quels sont les avantages de la détection en matière de cartographie. Donc, pour rappel, la détection n'est pas la seule, on va dire, la seule méthode ou bien le seul moyen pour pouvoir faire une cartographie. D'accord? On a dit, par exemple, quand il s'agit de la géographie ou même de la géologie, il y avait des méthodes qui étaient déjà utilisées anciennement, notamment les méthodes géologiques, les méthodes géophysiques, et puis même les méthodes, euh, ouais, les méthodes géochimiques, voilà, les méthodes géochimiques. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a pas mal de méthodes de cartographie qui existent, d'accord? Maintenant, nous, ce qu'on va utiliser, c'est la cartographie par détection. En quoi est-ce que la détection peut être pour nous un moyen de cartographie? Maintenant, pour le savoir, il faut connaître un peu les caractéristiques de la télédetection. Il faut avoir vraiment une vue d'ensemble de la détection. Comment est-ce que cette science-là peut aider à la cartographie? D'accord? Donc, c'est au niveau de cette étape-là que nous sommes pour le moment à identifier les caractéristiques, les avantages, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de la technologie, que offre la détection pour la cartographie. Bien.
Donc, nous avons défini ce que c'est qu'une plateforme et puis ce que c'est qu'un capteur. D'accord? On a dit, euh, au niveau de la détection, il y a deux éléments essentiels. D'accord? Il y a les plateformes qui sont des engins qui permettent de faire quoi? D'embarquer la caméra. On va dire comme ça, la caméra, c'est ce qu'on appelle le capteur. Le capteur, c'est l'élément fondamental qui permet de recueillir l'information. C'est ça. Donc, au niveau des plateformes, on en a pas mal. Les plateformes ont évolué en fonction du temps. On a eu à utiliser les grues, les ballons et les avions, les hélicoptères. Aujourd'hui, de plus en plus, on utilise le drone, etc. Et on a aussi des satellites qui sont très populaires, d'accord? Les satellites et puis la navette spatiale. Donc, en fonction de l'instrument qu'on utilise, on peut être à 1 mètre de notre cible, à 2 mètres, à 10 mètres, à 100 mètres, ou même à des milliers de kilomètres, d'accord? C'est le cas des satellites, par exemple. Donc, les capteurs, ce sont, euh, on va dire, sont les éléments essentiels qui nous permettent d'acquérir l'information. La plateforme contribue, mais l'élément fondamental qui nous permet d'avoir l'information, ce sont les capteurs. On a deux types de capteurs de façon générale. On a ce qu'on appelle les capteurs passifs et puis les capteurs actifs. Les capteurs passifs, pour rappel, ce sont des capteurs qui fonctionnent avec la lumière naturelle, une source de lumière naturelle. Ça peut être le soleil, par exemple. D'accord? C'est ce qui est communément utilisé. Et puis aussi, on a les capteurs actifs. Les capteurs actifs sont les capteurs qui émettent eux-mêmes leur source de lumière. D'accord? Donc, au niveau du type de capteur, cela va définir aussi les types d'images, n'est-ce pas? On a ce qu'on appelle les images passives et les images actives. Les images passives, pardon, et puis les images actives. Bien, donc, au niveau des capteurs, toujours, on a dit que, on a ce qu'on appelle les capteurs multispectraux et puis les capteurs hyperspectraux. La question qu'on va se poser, quelle est la différence entre les capteurs multispectraux et puis les capteurs hyperspectraux? Euh, la, la différence se trouve essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la résolution spectrale. D'accord? On a dit que la résolution spectrale, c'est la fenêtre d'acquisition des images. D'accord? Plus cette fenêtre est grande et moins on a des bandes. D'accord? Par exemple, au niveau des capteurs multispectraux, les fenêtres d'acquisition sont relativement grandes. On est à 0,1 micromètre. D'accord? Contrairement aux capteurs hyperspectraux, où les fenêtres sont plus petites, on a 0,01 micromètre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus la fenêtre devient petite, plus on a des bandes. Et donc, euh, on a dit, comme exemple, on a vu que concernant les images, je vais déplacer juste la fenêtre. Euh, les images multispectrales offrent des bandes qui sont limitées, qui sont de l'ordre d'une dizaine. Voilà, d'accord? Alors que les images multispectrales, pardon, les images hyperspectrales
vont donner un certain nombre de bandes beaucoup plus élevées, de l'ordre d'une centaine de bandes. Et aujourd'hui, ça évolue, on va jusqu'à un millier de bandes. D'accord? Bien, maintenant, quelle est l'implication du nombre de bandes au niveau de l'acquisition des informations? Donc, on a vu que plus le nombre de spectres ou bien le nombre de bandes augmente, plus on a de précision sur la cible cartographiée. D'accord? On a des images monobandes, hein. L'exemple le plus connu, c'est l'image panchromatique. L'image panchromatique est conçue d'une seule bande. Bon, quand c'est une seule bande, ça donne vraiment des informations aussi très limitées. D'accord? Ça permet, par exemple, de détecter la présence ou non d'un objet, d'une activité, d'un événement. Ça, c'est l'information que l'image monobande peut nous donner. Maintenant, euh, avec une image monobande, il y a des opérations qu'on ne peut pas faire. Par exemple, la classification. La classification n'est possible parce que avec une image multispectrale ou hyperspectrale. D'accord? Donc, qu'est-ce que la classification? La classification, c'est une méthode de traitement des images, hein. Donc, ça permet de regrouper les entités qui sont identiques, qui sont similaires, en se basant sur le spectre. Si vous voyez. Et quand on augmente en nombre de bandes, on peut être capable d'identifier de façon unique un objet. D'accord? Bon, je prends un exemple. Au niveau du traitement des images, tu peux définir, par exemple, les groupes d'identité. Tu peux définir tout ce qui est arbre. Tu les regroupes. D'accord? Tu peux définir tout ce qui est, tout ce qui n'est pas arbre, on va dire comme ça, par exemple, tout ce qui est sol nu, tout ce qui n'est pas arbre. Donc, dans les sols nus, généralement, on a les sols, on a les bâtiments, on a les routes, etc. Est-ce que vous comprenez? Et puis aussi, on peut définir l'eau, qui est une classe. L'eau va regrouper tout ce qui est, tout ce qui est cours d'eau. Ça peut être les rivières, ça peut être les fleuves, ça peut être les lagunes, etc. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle les classes, d'accord? Ou bien la classification. Donc, on définit les groupes. Maintenant, au niveau des groupes, évidemment, c'est pas homogène. Quand on dit la forêt, dans la forêt, on peut avoir plusieurs essences, plusieurs types d'arbres. On peut avoir les manguiers, on peut avoir les anacardiers, etc. Donc, cette identification dans les détails n'est pas possible, par exemple, avec les images multispectrales. Donc, quand on veut avoir plus d'informations sur une entité, on est obligé vraiment de chercher des images qui ont une résolution spectrale beaucoup plus élevée. Donc, c'est en cela que les images hyperspectrales sont intéressantes dans la cartographie des sols et des surfaces minérales. Donc, vous voyez, euh, par exemple, avec les images hyperspectrales, dans une forêt, on est capable d'identifier les anacardiers, les manguiers, etc. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Ce type d'image est capable de nous dire il y a combien d'anacardiers, il y a combien de manguiers, par exemple. Est-ce que vous voyez?
Donc, au niveau de la géologie, c'est pareil. Donc, dans ce qu'on appelle les sols nus, on peut avoir des affleurements. Les affleurements, c'est un ensemble de roches qui n'est pas forcément homogène. D'accord? Avec l'image multispectrale, on arrive à l'identifier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la roche, on a plusieurs entités. Dans la roche, on a, par exemple, on a les différents types de minéraux. D'accord? Et même avant d'arriver comment on appelle ça, à la composition de la roche, on peut séparer, on peut identifier les différents types de roches. On peut identifier les roches magmatiques, qu'on appelle les roches granitiques, les roches sédimentaires, les roches métamorphiques, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, une fois qu'on a identifié les roches, donc, par exemple, quand on est en recherche pétrolière ou bien en recherche minière, c'est une étape importante, mais elle n'est pas suffisante. On veut savoir dans la roche quels sont les minéraux qui sont là-dedans. Si vous voyez. Donc, dans la recherche minière, on va beaucoup plus loin. Ce n'est pas la roche seulement qui nous intéresse, mais ce sont les minéraux qui sont à l'intérieur de cette roche. Donc, vous savez, par exemple, quand on recherche le diamant se trouve dans une roche encaissante qu'on appelle roche-mère. La roche-mère du diamant, c'est la kimberlite, par exemple. Donc, au niveau de la kimberlite, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est le diamant, d'accord? Et aussi, en plus du diamant, on va voir les minéraux qui sont associés, cette association-là. Donc, en matière de cartographie, vraiment, pour résumer, plus on a des résolutions spectrales élevées, plus on a des détails au niveau des informations. Donc, les images hyperspectrales sont utilisées beaucoup comment on appelle ça, en recherche minière, en géologie minière et en géologie pétrolière. Bien, et je pense que c'est à ce niveau-là que nous sommes arrêtés. D'accord? Bon, ça c'est juste un bref résumé de la première séance. D'accord? Bon, je ne sais pas s'il y a des questions avant de continuer. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de questions, monsieur. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce qu'on appelle les signatures spectrales. À votre avis, qu'est-ce qu'une signature spectrale? Pour moi, une signature spectrale, c'est le reflet que donne la cible, en fait. Voilà. En physique, chaque objet réfléchit la lumière. En fait, c'est pas réfléchi seulement, mais chaque objet a un comportement en face de la lumière, en face d'une source lumineuse. Soit la cible va absorber la lumière, en ce moment, il n'y a pas de réflexion, ou bien soit la cible va absorber une partie de la lumière et puis laisser passer une partie de la lumière, ou bien soit la cible va réfléchir la lumière, c'est-à-dire renvoyer la lumière. Donc, en détection, on ne peut cartographier un objet que quand cet objet est capable de réfléchir la lumière qu'il reçoit. Est-ce que vous voyez donc? C'est ça vraiment la principale propriété de la détection. Donc, quand on a une source lumineuse,
on a un objet à côté. Donc, que va faire l'objet? L'objet va réfléchir ou bien absorber ou laisser passer la lumière. Donc, on a dit que ici, ce qui nous intéresse, c'est la réflexion de la lumière. Bien, donc, chaque objet est capable de le faire. Donc, comme vous le savez, chaque objet n'est pas identique sur le plan physique. Il y a des objets qui contiennent beaucoup d'eau, il y a des objets qui ne contiennent pas de l'eau, il y a des objets qui sont, on va dire, rigides, il y a des objets qui ne sont pas rigides. Donc, vous voyez, ces propriétés physiques ont un impact sur le pouvoir de réflexion de chaque objet. Donc, c'est ce pouvoir de réflexion que nous allons utiliser en détection pour pouvoir l'identifier. Donc, voilà un peu comment est-ce que la détection acquiert l'information sur un objet. Non, c'est de façon indirecte. Donc, la détection ne va pas identifier l'objet pas parce que cet objet-là est proche ou loin, etc. Mais est-ce que cet objet-là est capable de réfléchir la lumière? Bien. Donc, voilà un exemple de signature spectrale qui est fonction de la cible. Ici, sur l'image, on a combien d'entités? On a combien d'entités? Quand vous regardez les signatures spectrales, on a combien d'objets? Ou bien on a combien de groupes d'objets? Monsieur, on a quatre. On a quatre. Très bien. Bien. Donc, est-ce que C'est vous ce voyez? mais monsieur, Oui, s'il vous plaît, monsieur, mais oui. ce qu'on voit là, on voit trois. Ah oui, c'est bon, j'ai déjà vu la quatrième. Merci, monsieur. OK. Désolé. Effectivement, non, c'est une bonne question parce que la quatrième est un peu spécifique. Peut-être que si on voit la même chose, la quatrième cible, c'est l'eau. Est-ce que vous voyez, est-ce que la signature spectrale de l'eau se comporte de la même manière que pour la végétation, les sols et puis les roches? Quelle est la signature spectrale de l'eau ici, là, en termes de valeur? Vous voyez ici, ça, c'est les valeurs. Non, monsieur. En termes de valeur, je crois bien la ceinture spectrale, c'est zéro. Parce que Voilà. c'est À votre avis, pourquoi la signature spectrale de l'eau est zéro? parce qu'il ne réfléchit pas. Voilà, simplement parce que l'eau va absorber toute la lumière. Donc, ça, c'est quand même intéressant puisque on arrive à identifier certains éléments par l'effet contraire, puisque eux, ils sont connus pour ne pas réfléchir la lumière. Donc, au niveau de l'image, c'est ces objets-là vont apparaître noirs, tout simplement, parce qu'ils ne réfléchissent pas de lumière, d'accord, donc on ne capte aucune information. Mais on connaît de façon générale ces objets qui ont ce comportement-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, vous voyez ici, on a quatre objets, on a quatre types de signatures spectrales. Voilà, donc, la détection, voilà comment la détection identifie les objets. D'accord? J'ai une Bien. question. Oui, oui, je t'écoute. Et après, on t'écoute. Ah, peut-être qu'il a un souci avec son micro. Allô? Bon, peut-être que les choses vont s'arranger après. Donc, pour moi, on continue. Bien.
Donc, on a parlé de signature spectrale tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations-là sont fournies par des fenêtres, comme je l'ai dit tantôt. Les fenêtres, ce sont des canaux, d'accord, à travers lesquels on observe les images. Eh bien, donc, en physique, on a vu que la lumière, quand vous voyez la lumière blanche là, en réalité, elle est constituée de plusieurs couleurs. Vous vous souvenez de ce cours-là en physique, non? Voilà. Donc, la lumière n'est pas homogène en réalité. Donc, la lumière est composée de plusieurs couleurs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a les différentes couleurs? Parce que on a les différentes longueurs d'onde. D'accord? Chaque fenêtre est caractérisée par une longueur d'onde. Donc, de façon générale, en détection, on regroupe les fenêtres en 3 ou bien 4 catégories. Il y a le domaine invisible, le domaine du visible, bon, on va dire comme ça, invisible et puis invisible. Dans le visible, on a, c'est ce que vous connaissez là, le rouge, le bleu, etc., l'orange, le vert, etc., d'accord? Donc, dans le domaine du visible, les longueurs d'onde varient de 0,4 à 0,7 micromètres. Vous voyez, ça, c'est la fenêtre que nos yeux peuvent observer sans appareil. D'accord? Quand la longueur d'onde est inférieure à 0,4, on ne peut plus voir ça avec nos yeux. Quand la longueur d'onde aussi est supérieure à 0,7, on ne peut plus voir. D'accord? Bien, donc, quand nous sommes dans des longueurs d'onde beaucoup plus élevées, en ce moment, on va rentrer dans autre, comment on appelle ça, autre domaine euh, physique, ce qu'on appelle soit l'infrarouge moyen ou bien l'infrarouge thermique. Quand la longueur d'onde est inférieure à 0,4, en ce moment, on est dans les ultraviolets et les rayons X, les rayons gamma. Ouais, vous avez déjà entendu parler de ça, rayon X, rayon gamma. C'est beaucoup utilisé en médecine. D'accord? Bien, donc quand la longueur d'onde est plus petite que 0,4, à ce moment-là, on est soit dans les UV, les rayons X, les rayons gamma, etc. Donc, quand c'est supérieur à 0,7, on a soit l'infrarouge proche, le proche infrarouge, infrarouge moyen ou infrarouge lointain, qu'on appelle infrarouge thermique. Donc, les signatures spectrales peuvent être acquises à travers ces différentes fenêtres. Ça va? Vu qu'il y avait une question là, est-ce qu'il est revenu? Je ne sais pas. Bon, bref, on va continuer. Bien. Donc, voilà ce qu'il faut retenir au niveau des fenêtres. Donc, de façon générale, on a 3 grandes fenêtres. On a le domaine des ultraviolets, le domaine du visible et puis le domaine des infrarouges. L'infrarouge, on peut pas observer ça à travers les yeux, simplement. Il faut utiliser d'autres moyens. Bien, euh, on va s'intéresser à un comportement très intéressant au niveau de la détection qu'on appelle absorption. D'accord? On a dit ici, l'information spectrale, quelles que soient ses conditions d'acquisition, contient des absorptions par les gaz, les aérosols, en fonction des parcours effectués dans l'atmosphère. Vous voyez, ça, c'est l'une des difficultés au niveau de l'acquisition des informations. Toute la lumière réfléchie
À votre avis, est-ce que toute la lumière, toute cette lumière-là est captée en retour par le capteur? Non, voilà. Donc, il y a des pertes d'informations dues à la présence de certains phénomènes tels que les gaz, les aérosols qui vont absorber, voilà, les rayons lumineux. Donc, et en physique, aujourd'hui, cette démarche-là est bien connue. Cette démarche est bien connue et on se base aussi sur ces absorptions-là pour pouvoir identifier un objet. Donc ici, vous avez quelques exemples. L'absorption est due soit à l'eau, soit au CO2, soit à la présence d'oxygène, ou bien du monoxyde ou du dioxyde d'azote. Donc, vous voyez que c'est un ensemble de gaz qui est quasi permanent au niveau de l'atmosphère. Bien, donc vous allez voir qu'il y a des minéraux qui n'ont pas les mêmes absorptions. D'accord? On va dire, c'est une marque très importante qui permet d'identifier un objet. Donc, autant on va voir les variations au niveau de la signature spectrale, on va avoir aussi des variations de comportement au niveau de l'absorption. Euh, on va prendre quelques exemples ici. Les bandes d'absorption présentes dans un spectacle ont plusieurs origines, c'est ce qu'on a dit, possible, suivant la gamme de longueur d'onde étudiée. Donc, le domaine du visible, à votre avis, est situé dans quelle fenêtre, dans quel intervalle de longueur d'onde? Le domaine du visible, il est dans quel intervalle de longueur d'onde? C'est entre 0,24 et 0,7. Voilà, entre 0,4 et 0,7 micromètres. D'accord? Et le fer, les ions ferriques, par exemple, sont observés dans cet intervalle-là. Bien. Comment on fait, par exemple, pour identifier la présence d'un fer dans un ensemble de roches? Donc, on va regarder son comportement au niveau de l'absorption. Donc, les études ont montré que les ions ferriques ont deux absorptions. D'accord? Quand il s'agit de fer 3+, deux bandes d'absorption. La première absorption se fait à 0,4 micromètres et puis la deuxième absorption se fait à 0,7 micromètres. Ça, c'est spécifique aux ions fer F3, qu'on appelle ions ferriques. Bon, pour ceux qui se souviennent, on a deux types de fer, F3+, et puis F2+. Ça va? Vous vous souvenez? Non? Ou bien, Oui, oui, monsieur. Oui, professeur. voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir identifier ces deux types de fer? On regarde les absorptions. Quand il y a deux absorptions, c'est qu'il s'agit de l'ion ferrique. Mais quand on a une seule absorption et que cette absorption se situe au niveau de 1,1, systématiquement, on pense aux ions ferreux. Les ions ferreux ont une seule absorption qui se trouve dans l'ordre de 1,1 micromètre. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Euh, y a-t-il une possibilité de pouvoir remarquer ça sur, comment je vais dire ça, sur une image des ions ferriques et des ions ferreux, parce que c'est dit qu'il y a une sorte de, qu'ils arrivent à absorber, comment pouvons-nous les identifier? voilà. Donc, ça, c'est une bonne question. On va y arriver. Voilà, il y a des exemples qui sont là. Donc, j'allais terminer par ça. Vous allez voir
Et ici, euh, bon, je vais prendre un exemple où il y a, voilà. Ici, je prends un exemple, d'accord? On a les argiles, on a les galets, on a les conglomérats, etc. Bien. Donc, dans les argiles, par exemple, il y a le fer. Ouais, donc, quand vous regardez l'argile, l'argile a combien de bandes d'absorption? Quand vous regardez ici, donc, quand vous regardez ici, quand vous regardez, bon, vous voyez, tout le monde voit la courbe de l'argile, ça c'est la courbe de l'argile. Et puis, on a ensuite la courbe des galets, la courbe des conglomérats. Les absorptions, en fait, c'est comme si c'est une perte d'information, parce que cette information-là n'arrive pas pleinement au niveau du capteur. Donc, c'est comme s'il y a une descente de pic. Normalement, c'est censé avoir vraiment comment on appelle ça, une signature ou bien une courbe qui est homogène. Mais chaque fois quand on a une chute au niveau de la réflectance, c'est que c'est dû à une absorption. Est-ce que vous voyez? Bien. Je suis en train de venir. Bon, je vais prendre cet exemple-là aussi. Bon, cet exemple est un peu plus clair. Ici, on a différents types de minéraux. Bon, on va se focaliser sur cet exemple-là, d'accord, pour comprendre le phénomène d'absorption. Quand vous regardez le premier minéral a combien d'absorption? Et puis, ça se situe dans quelle fourchette d'intervalle au niveau des longueurs, des longueurs d'onde? Retenez que au niveau de l'axe des abscisses, on a des longueurs d'onde. Et puis, au niveau des ordonnées, on a la réflectance. Le quartz, par exemple, a combien d'absorption? Monsieur le Poids a une seule absorption. Voilà. Une- Et c'est dans quelle onde, et c'est dans quelle longueur d'onde? Dans, dans l'invisible, monsieur. Dans? Autour de 2,5. Voilà, exactement. Et au niveau du deuxième minéral, qu'on appelle le pyroxène, Il y a 2 absorptions. il y a deux absorptions de façon générale. Donc, ouais, ici, on arrive à identifier l'objet par rapport à sa signature spectrale en s'intéressant aux absorptions. D'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu as des courbes, d'accord, qui sont homogènes à une échelle donnée, c'est difficile de les identifier. Donc, on va aller vers d'autres détails qui représentent les absorptions. En fait, c'est pas une démarche générale, hein, mais c'est beaucoup utilisé au niveau de la géologie minière. D'accord? Bien, donc, c'est comme si c'est une démarche inverse. On va voir un peu plus loin que dans ce cas-là, puisque l'objet qu'on essaie de cartographier, on ne voit pas cet objet, on voit plutôt sa signature spectrale. Donc, on a un cahier, bon, on va y revenir tout à l'heure, on a un registre, une bibliothèque de signature spectrale. Par exemple, les géologues, ils connaissent très bien la signature spectrale du quartz, ils connaissent la signature spectrale du pyroxène, etc. Pas mal d'objets qui sont recensés dans un registre. Donc, quand ils ont l'information, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder le registre, à quoi ça correspond. C'est un peu comme la comptabilité. Voilà, donc il y a des codes. Donc, quand on veut savoir tel impôt telle personne doit payer, on doit regarder son revenu.
C'est ça, non? On doit regarder dans le registre, quand quelqu'un touche, par exemple, entre 100 000 et 200 000, qu'est-ce qu'il va payer comme impôt? Donc, on va regarder dans le registre. C'est exactement pareil. Donc, quand on a une signature spectrale donnée, on va regarder cette signature spectrale-là. En fonction du type d'image, on va essayer de savoir, mais ça correspond à quoi? D'accord? Et donc, c'est une démarche qui est classique en détection. Au niveau des images hyperspectrales, pardon, j'allais dire multispectrales, on fait un premier type de traitement qu'on appelle la classification, n'est-ce pas? Bon, peut-être que bon, vous ne voyez pas trop, mais vous allez voir ça par la suite. La classification permet de regrouper les informations. Donc, au niveau de l'image, tu as tout ce qui est sol nu, tout ce qui est végétation, tout ce qui est l'eau, etc. Donc, tu identifies ces objets-là par rapport à leur réflectance. Est-ce que vous voyez? Donc, tu définis un groupe que tu penses que c'est l'eau, ou bien tu penses que c'est etc. Tu penses que ce sont les sols nus, tu penses que ce sont la végétation, les arbres, les, les, les cultures, etc. Donc, tu les regroupes en fonction de leur signature spectrale. Maintenant, ce que tu dois faire par la suite, est-ce que ce que j'ai identifié comme culture, est-ce que c'est réellement la culture? Est-ce que c'est pas les arbres? Est-ce que c'est pas les forêts? Ce que j'ai identifié comme sol nu, est-ce que c'est pas l'eau? C'est pourquoi on a dit qu'en détection, il faut faire le terrain, d'accord, pour pouvoir valider nos résultats. D'accord? Donc, ça, c'est une démarche classique. On se base sur l'information spectrale pour pouvoir séparer les objets. Maintenant, leur identité va se faire, leur identification va se faire par autre moyen. D'accord? Soit sur le terrain, ou bien soit en regardant un registre de données qui permet d'analyser les spectres pour savoir tel spectre correspond à telle entité, etc. Donc, c'est ce qui nous permet d'avancer dans notre démarche. Bien, donc on va revenir au niveau des absorptions. Les absorptions sont beaucoup utilisées en détection. D'accord? Un autre exemple qu'on va voir, c'est dans le domaine de l'infrarouge moyen. Le domaine d'infrarouge, à votre avis, est situé dans quel domaine spectral? Est-ce que c'est entre 0,4 et 0,7, ou bien c'est inférieur à 0,4, ou bien c'est supérieur à 0,7? C'est supérieur à 0,7. C'est supérieur à 0,7. Donc, il y a des minéraux qu'on ne peut pas observer dans le domaine du visible, tels que le fer. Le fer, par exemple, est observé dans le domaine du visible. Maintenant, quand on veut observer euh, le pyrocène, comment on appelle ça, les hydroxydes ou bien les carbones ou même l'eau, on va aller dans le domaine d'infrarouge. D'accord? Donc, de façon générale, tous les minéraux euh, qui sont constitués d'hydroxydes, vous voyez ce qu'on appelle les ions hydroxydes. Bon, on va faire un peu de physique, hein, c'est pas pour vous emmerder, mais c'est qu'on ne peut pas parler de la détection sans parler de physique, malheureusement. Donc, euh, les ions hydroxydes sont identifiables à travers un groupement. C'est le groupement OH. Voilà, c'est ce qui est là, le groupement OH. Donc, dans le domaine de la géologie, il y a les groupes de minéraux. On a les oxydes, on a les hydroxydes, on a les carbonates, on a ce qu'on appelle les éléments natifs, et on a les halogénures, on a plusieurs groupes. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, on identifie le groupe et puis ensuite, on identifie l'élément.
Ouais, donc, c'est comme toutes sortes de démarches, hein, même en démographie, c'est comme ça. Si, par exemple, on veut étudier une population, on définit les différents groupes en se basant sur les ethnies. Par exemple, au niveau des ethnies, il y a ce qu'on appelle les dialectes qui peuvent changer, ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on va définir si c'est possible directement le minéral. Si ce n'est pas possible, on va identifier à quel groupe appartient le minéral. D'accord? Bien, donc, de façon générale, au niveau des oxydes ou bien des hydroxydes, on a deux absorptions. D'accord? Et en fonction de ces absorptions-là, on arrive à identifier le minéral. Bon, je sais pas, c'est pas compliqué, hein. Peut-être que, comme on voit d'autres notions, je comprends, c'est pas tout le monde voilà, qui est physicien ou bien qui se rappelle encore des notions de physique, mais il faut retenir que pour identifier de façon générale un objet en détection, on se base sur sa signature spectrale. Donc, comme chaque objet est caractérisé par sa signature spectrale, comment on fait pour pouvoir démêler ces signatures spectrales-là? Donc, on va se baser sur les absorptions. Quand l'analyse est vraiment difficile, on se base sur l'absorption pour pouvoir identifier les minéraux. Mais si ce n'est pas le cas, bon, on n'a pas besoin d'utiliser les absorptions. C'est ce qu'on a vu dans le premier cas. Ici, voilà, ici, les minéraux n'ont pas d'absorption. Donc, ici, ce que vous voyez, ce sont les variations du spectre. D'accord? Mais il y a des minéraux aussi qui présentent des absorptions. Donc, quand c'est le cas, on prend en compte dans la démarche d'identification de ces minéraux-là les absorptions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Voilà. Donc, je rappelle, en matière d'analyse d'information, ce qu'il faut savoir, c'est le domaine dans lequel on capte l'information. D'accord? On a le domaine du visible, et le domaine de l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, on a l'infrarouge moyen et puis l'infrarouge thermique, donc, ou lointain. Je rappelle, par exemple, au niveau du visible, il y a certains minéraux qu'on peut identifier, tels que le fer. Quand on change de fenêtre, on va dans l'infrarouge moyen, il y a les hydroxydes qu'on peut observer. Donc, dans notre démarche, on va travailler avec tous ces fenêtres-là. Et enfin, le dernier exemple qu'on a vu, c'est l'infrarouge thermique. Dans l'infrarouge thermique, on a par exemple les silicates. Bon, les silicates, c'est un groupe de minéraux, d'accord? Donc, pour ceux qui ont fait la géologie, vous vous souvenez des silicates, les minéraux silicatés? Hmm. Ça va chauffer, hein, parce que ça fait longtemps, hein, depuis le secondaire, le lycée. Voilà, donc, on a vu les différents types de minéraux. Donc, les silicates font partie des minéraux les plus répandus dans l'écorce terrestre. D'accord? Bien. Les silicates sont identifiés dans le domaine de l'infrarouge. On a aussi les pyroxènes. Les pyroxènes sont identifiés dans l'infrarouge. Mais quand on est dans le domaine du visible, par exemple, on ne peut pas identifier le pyroxène du quartz.
c'est difficile. Mais quand on change de fenêtre, on arrive à les identifier parce que le pyroxène a une absorption qui intervient dans de l'ordre de 2,35 micromètres. Vous voyez? Donc, il faut retenir que quand on veut identifier un objet en détection, on va analyser quoi? Qu'est-ce qu'on va analyser? Son absorption, la signature spectrale. Sa signature spectrale, d'accord? L'absorption, c'est une particularité, d'accord, d'analyse, mais c'est une étape d'analyse de la signature spectrale. Donc, l'absorption permet, voilà, d'identifier certains minéraux, voilà, en se basant sur le comportement du spectre. On sait qu'au niveau du spectre, il y a des absorptions à tel endroit en fonction des minéraux, il n'y a pas d'absorption, etc. Donc, c'est une démarche complémentaire. Donc, la première des choses qu'on va regarder, c'est la signature spectrale. D'accord? Au niveau de l'analyse, si ça devient un peu difficile, on va s'intéresser aux absorptions. Ça va? Ça va, monsieur, ça va, monsieur. OK. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on obtient l'absorption au niveau de tous les types d'images? L'absorption, c'est un détail, d'accord? Ça va vraiment quand on veut observer les détails. Et là, on parle d'absorption. La question que moi, je vais poser, est-ce qu'au niveau des images ou bien des capteurs hyperspectrales, est-ce qu'on peut observer, j'allais dire plutôt multispectrales? Bon, je reformule la question. Est-ce qu'au niveau des images multispectrales, on peut observer des absorptions? Non, monsieur. Donc, au niveau des images multispectrales, on ne peut pas observer des absorptions. Par exemple, c'est le cas des images Landsat ici. Vous voyez, ce type d'image n'a pas d'absorption. D'accord? Bien. Quand on change de type d'image, on va dans les images qui ont une résolution spectrale un peu plus élevée, telles que les images hyperspectrales. C'est dans ces images-là qu'on observe l'absorption. D'accord? Parce qu'évidemment, au niveau de l'image multispectrale, on est limité au niveau de l'acquisition des informations. On peut juste peut-être identifier les roches, on peut identifier ce qu'on appelle la végétation, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas, à partir de l'image multispectrale, savoir c'est quelle essence qui constitue notre forêt, quels sont les différents types d'arbres qui constituent notre forêt, ou bien au niveau de la géologie minière, quels sont les minéraux qui constituent notre roche. En géologie, ce qui est important, en géologie minière, ce qui est important, ce sont les minéraux. Vous avez entendu parler certainement de l'or. L'or, c'est un minéral, c'est un élément natif. Vous avez entendu parler du diamant. Le diamant, c'est un minéral. D'accord? Ces minéraux-là sont contenus dans une roche. Donc, tu peux avoir une roche où tu as plusieurs minéraux. Il y a des minéraux qui sont importants, il y a des minéraux qui ne sont pas importants. D'accord? Donc, quand toi, tu veux rechercher ces minéraux-là dans une roche, il faut étudier forcément leur signature spectrale. Puisque tu peux pas, tu n'as pas autre moyen pour pouvoir les identifier. D'accord? Et ces détails-là ne sont possibles qu'avec les images hyperspectrales. D'accord?
Donc, quand tu es dans un cas où tu as une similitude au niveau des signatures spectrales, en ce moment, tu vas pousser ton analyse plus loin pour voir les absorptions. Parce que tu peux avoir deux minéraux qui ont des signatures spectrales très proches dans le domaine du visible. Là, quand tu vas changer de fenêtre, tu vas aller dans l'infrarouge. En ce moment, tu es capable d'observer, par exemple, les absorptions. Dans ce moment, tu dis, ah, au niveau de telle fenêtre, j'ai constaté que vraiment, c'est difficile de les séparer, mais quand je change de fenêtre, ça devient facile de les séparer. Ça va? Ça va. OK. Bien, donc, voilà quelques exemples de signatures spectrales qui sont spécifiques aux minéraux. Vous voyez, chaque minéral est caractérisé par sa signature spectrale. Donc, on a les hématites, les calcites, etc. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des signatures spectrales qui sont spécifiques à chaque minéral. Bien, donc, ici, on a les signatures spectrales au niveau des roches. Bon, vous vous souvenez, on a combien de familles de roches? Les roches, on peut les classer en combien de familles? Vous vous souvenez? Ou bien en combien de grands groupes? On a ce qu'on appelle les roches sédimentaires, c'est ça, non? Les roches sédimentaires, on a les roches magmatiques, qu'on appelle aussi granitiques, et puis on a les roches métamorphiques. Donc ici, on a l'argile. L'argile, c'est une roche sédimentaire. Voilà, donc ici, on arrive à identifier les différents types de roches sédimentaires en se basant sur l'analyse de leur signature spectrale. Ici, c'est parce qu'on est à une certaine échelle. Mais quand c'est vraiment difficile d'identifier les roches, en ce moment, on va analyser leur absorption. Donc, tu peux avoir deux types de minéraux ou bien deux types de roches qui ont des signatures spectrales semblables. Maintenant, ces deux types de roches ou de minéraux ont par contre des domaines d'absorption très différents. Très différents. On peut avoir un minéral A qui a une seule absorption. Le minéral B a deux absorptions. C'est pareil aussi pour les roches. D'accord? Donc, quand c'est difficile d'identifier un objet ou bien une roche à partir de l'analyse spectrale, on va regarder les absorptions. Et aussi, ça c'est le deuxième groupe de roches qu'on appelle les roches magmatiques. D'accord? Donc, vous voyez, ces roches magmatiques qui peuvent être soit des granites, des rhyolites, des mosolites, etc., ont des signatures spectrales qui sont très différentes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, il y a deux choses à dire que ce que je dis, c'est clair, on a compris, ou bien l'autre chose, c'est qu'on n'a rien compris, donc on n'a rien à dire. On est pressé qu'il finisse. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Moi, bon, depuis qu'on a attaqué la partie Roche Lab, il y a une partie qui m'intrigue un peu. Oui. Comment formuler les graphiques là, c'est-à-dire les graphes là pour pouvoir, bon, comment je vais dire ça, les interpréter. Bonne question. En fait, c'est la démarche inverse. Donc, ce que la détection donne comme information, c'est la signature spectrale. D'accord?
Mhm. Donc, on a, Oui. on a une signature spectrale, mais on ne peut pas savoir si c'est granit, ou bien si c'est argile, ou bien si c'est gneiss. Ou bien on ne peut pas savoir si c'est l'or, si c'est le diamant, ou bien si c'est le pyroxène, si c'est le quartz, etc. Ça, tu ne peux pas savoir à partir de la signature spectrale. Mhm. Tu es obligé d'utiliser ce Oui. qu'on appelle un registre, on appelle une bibliothèque. Donc, quand tu regardes la lue dans la bibliothèque, il y a la signature spectrale de tous les minéraux qui sont déjà répertoriés. Donc, c'est comme si c'est une comparaison que tu fais. En regardant la lue, la signature, c'est dit, bon, ça, c'est forcément le quartz. Par exemple, tu sais que le quartz, dans le registre, a deux absorptions. Ça, c'est un exemple. À 1,1 et puis à 1,2. C'est le quartz seulement qui a ces absorptions. Donc, quand tu vois la signature spectrale, tu vas regarder le registre pour savoir à quoi ça correspond. Mais avec la routine, ceux qui sont toujours dedans, et ils arrivent à savoir. Ça veut dire, dès qu'ils voient la signature spectrale, il sait automatiquement que c'est le quoi, parce qu'il a vu ça plusieurs fois. Mais toi, au début, tu es obligé de faire toujours un rapprochement. Ça va? Oui, oui, ça va, monsieur. Ok, c'est pareil aussi pour les roches. Quand tu as une signature spectrale donnée, tu ne peux pas savoir si c'est pour une roche sédimentaire ou bien si c'est une roche magmatique. D'accord? Tu es obligé de regarder le registre où il y a déjà toutes ces signatures. Là, tu ne fais que les comparer. Mais il faut savoir interpréter ces signatures spectrales, justement. Ça va? Ça va, Ça va, monsieur. monsieur? Ça va, monsieur? Ok. Bon, on va voir maintenant les causes de la variation de la signature spectrale. On a dit que la signature spectrale varie d'un objet à un autre. Bien. Donc, quand vous regardez bien, est-ce que tous les objets, que ce soit en géologie ou bien que ce soit en botanique, est-ce que tous les objets ont la même composition chimique? Non. Voilà. Donc, quand ce n'est pas identique au niveau de la composition chimique, on sait qu'il y a forcément euh, un changement au niveau de la signature spectrale. Et puis, ça peut être lié à l'état physique de l'objet. Quand on parle d'état physique, est-ce que c'est mouillé, par exemple, c'est humide, c'est sec? Est-ce que c'est homogène au niveau de la granulométrie, etc. Donc, quand il y a variation au niveau de ces informations, forcément, on aura aussi une variation au niveau de la réflectance. Ou bien même, ça peut être un mélange des deux, état physique, et la composition chimique, etc. Donc, c'est ce qui entraîne logiquement les variations de signature spectrale d'un objet à un autre. Bien, donc, c'est que au niveau de la signature spectrale, c'est un gros morceau, c'est vraiment déterminant pour la démarche de cartographie. Donc, c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause de 15 minutes, et puis on va parler de l'étape suivante. Ça fait le temps de vous permettre de digérer un peu ce qui a été fait. C'est bon? Donc, on se retrouve dans une quinzaine de minutes et puis on va continuer. D'accord, monsieur, OK. monsieur. Merci, monsieur.
Ouais, ouais, ça dit, ben, lui, il vient avec. Il vient avec le. Mais il a collecté là. Ben, c'est pas grave. C'est pas même chez moi, c'est là. Il ne peut pas avoir ça. Il veut pas être là. Ah, il est simple là. Comme ça, là, souvent, tout quand il n'est pas membré là. Il a cherché. Il c'est et puis, ils sont même donné le OSM là. And as you be like, don't you be like, Obama Blaise, il est connecté. Comment tu vas? Il est là, il est pas parti. Mais tu connais.